L'oubli est à la mémoire ce que la nuit est au jour, c'est du moins la représentation collective que l'on s'en fait. Pourquoi l'oubli a-t-il si mauvaise réputation et comment les neurosciences nous permettent-elles de mieux le comprendre ? Avec le vieillissement de la population et la plus grande prévalence de pathologies comme la maladie d'Alzheimer, l'oubli est devenu un terme essentiellement négatif. Pourtant, il s'agit bien au quotidien d'un processus naturel nécessaire au bon fonctionnement de la mémoire. Et ce processus complexe fait de plus en plus l'objet d'études scientifiques. À l'heure où notre attention est mise à rude épreuve, mais aussi à une époque où l'on étudie finement ces traumatismes que l'on voudrait oublier, que nous disent l'ensemble des neurosciences sur cette force de l'effacement qu'est l'oubli ? Cerveau, la boîte à oubli. Bonjour Valentina Lacorté. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue, maîtresse de conférences en psychologie cognitive et membre du laboratoire Mémoire, Cerveau et Cognition à l'Université Paris-Cité. Vous êtes par ailleurs membre junior de l'Institut universitaire de France et chercheuse associée à l'Institut du cerveau. Nous sommes également en ligne aujourd'hui avec Francis Eustache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue, membre du laboratoire INSERM Neuropsychologie et Imagerie de la mémoire humaine, professeur à l'école pratique des hautes études et président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires. Vous êtes par ailleurs co-responsable avec Denis Péchanski du programme 13 novembre et vous êtes avec Béatrice Desgranges, le co-auteur du livre Les nouveaux chemins de la mémoire aux éditions Alpha. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous qui nous rejoignez. On espère qu'à la fin de cette émission, vous serez totalement incollable sur l'oubli. Vous pouvez comme chaque jour retrouver une sélection de liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky @ScienceCQFD. Alors mémoire et oubli sont un peu les deux faces d'une même médaille. Donc pour bien comprendre ce qu'est l'oubli, il va d'abord nous falloir définir en quelques mots ce qu'est la mémoire. Francis Eustache, je sais que c'est pas forcément évident de résumer un processus aussi complexe que la mémoire, mais est-ce que vous pouvez nous aider à en comprendre les aspects qui vont nous aider ensuite à définir l'oubli ? Oui, comme Valentina, nous pouvons faire un cours de 25 heures ou de 50 heures sur la mémoire, mais là, je vais restreindre mon propos. La mémoire, c'est une fonction mentale, parce qu'on s'intéresse d'abord à la mémoire chez un individu. C'est une fonction mentale qui permet d'encoder, c'est le terme qu'on utilise habituellement, ça veut dire enregistrer, alors des informations extrêmement diverses, ça peut être des souvenirs, ça peut être des procédures. Donc il faut d'abord enregistrer, et puis ensuite il faut conserver ces informations très diverses, et puis ensuite il faut pouvoir y accéder. Ce qui est parfois un peu agaçant parce qu'on sait que l'on sait et puis on n'arrive pas à accéder à ces informations. Voilà, donc c'est une définition très simple, mais en fait on voit que derrière les choses sont certainement plus complexes en fonction des contenus de la mémoire. Et si on s'intéresse au contenu de la mémoire, à ce qu'on va appeler la mémoire autobiographique par exemple, alors là, la définition est plus complexe parce qu'elle renvoie au lien avec notre identité personnelle, la projection vers le futur, etc. Et là, on voit qu'on met le doigt sur une fonction éminemment complexe et bien sûr passionnante. La mémoire, c'est un peu comme des poupées russes finalement, Valentina Lacorté. Il y a plusieurs grands types et grands sous-types. Alors, aidez-nous quand même à faire une typologie de cette famille de mémoire qui compose la grande mémoire. Oui, alors, en effet, on peut faire la distinction entre différents types de mémoire. Donc, par exemple, pour rester un petit peu général, on peut faire la distinction entre un système de mémoire que l'on appelle mémoire à court terme, qui est impliqué dans le stockage d'informations limité, c'est-à-dire que ce système de mémoire nous permet par exemple de pouvoir enregistrer un numéro de téléphone à 6 chiffres et de le garder en tête pendant quelques secondes par exemple. Mais si je vous demande ce numéro de téléphone après un quart d'heure, 20 minutes, vous vous en souvenez plus. Pourquoi ? Parce que cette information, elle n'est pas passée dans un autre système de mémoire que l'on appelle la mémoire à long terme. Et donc, dans le système de mémoire à long terme, en effet, on retrouve tous nos souvenirs qui sont donc stockés, rangés au bout de quelques minutes, des heures, des jours, des mois, des années, etc. Et une autre distinction qui est très importante, c'est au niveau de cette mémoire à long terme,
on peut faire une distinction entre une mémoire que l'on appelle mémoire déclarative. Pourquoi? Parce que les souvenirs, les informations sont rappelées de manière consciente par les individus, c'est-à-dire qu'on effectue une recherche plus ou moins active des souvenirs, et puis une mémoire que l'on appelle non déclarative, qui est un peu comme Francis vient de dire, c'est une mémoire qui est impliquée dans la récupération des procédures. Par exemple, le fait d'être capable d'aller à vélo, conduire une voiture, etc. Alors, il s'agit d'informations que l'on rappelle de manière non consciente. Donc là, on peut conduire une voiture et parler avec le voisin à côté, etc. Et puis, une toute dernière distinction que j'aimerais souligner, parce que je travaille beaucoup sur ces systèmes de mémoire, c'est celle entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Alors, la mémoire épisodique, comme le dit le mot, est la mémoire des épisodes personnels vécus dans un contexte spatio-temporel bien défini. Pour vous donner un exemple, par exemple, un dîner chez des amis samedi dernier. Voilà, donc c'est un événement personnel qui est associé donc à un souvenir, et ces souvenirs, donc, il est également associé à la récupération, au rappel de détails liés justement au contexte temporel, à quel moment, spatial, ou à des éléments aussi liés à l'émotion, etc. Et puis, cette mémoire épisodique, elle est distinguée de ce que l'on appelle la mémoire sémantique. La mémoire sémantique est la mémoire des connaissances générales que nous avons sur le monde, mais que l'on peut rappeler indépendamment du contexte d'apprentissage. Puisque si je vous demande quelle est la capitale de l'Italie, vous savez qu'il s'agit de Rome. Mais si je vous demande quand est-ce que vous avez appris cette information, vous ne savez pas. Donc, on pourrait dire qu'on peut faire la distinction entre la mémoire sémantique et la mémoire des connaissances, et la mémoire épisodique et la mémoire des épisodes souvenirs personnels. Voilà pour ce portrait à plusieurs facettes de la mémoire. Francis Eustache, on en vient du coup à notre sujet de l'émission, l'oubli. Quelle définition générique on peut donner de l'oubli à partir de cette définition de la mémoire? Alors, tout d'abord, peut-être reprendre ce que vous disiez au tout début de l'émission, à savoir que l'oubli, il n'a pas bonne presse. Et souvent, quand on parle d'oubli, on pense d'abord à un oubli qui est gênant, qui va dégrader les traces de la mémoire et qui va nous perturber un petit peu dans la vie courante. Alors, en fait, l'oubli, c'est une fonction un peu générique qu'il faut plutôt considérer comme le partenaire de la mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne mémoire s'il n'y a pas d'oubli. Et tout de suite, Valentina a dit, quand on encode des informations, on les range dans notre tête. Mais alors, si notre tête permet de ranger des informations, des souvenirs, notre tête, c'est tout de même un espace restreint. Donc, on est obligé d'oublier. Alors, on va voir progressivement dans l'émission que c'est plus compliqué que ça, que c'est pas en tout ou rien. C'est pas je conserve ou j'oublie, mais on est obligé de faire du tri. Donc, la fonction de l'oubli, s'il fallait vraiment donner une réponse très brève, c'est une fonction avant tout de tri. Alors, de tri qui s'opère assez vite, dans les premières secondes, les premières minutes, ce qui correspond à la mémoire à court terme ou à la mémoire de travail. Et puis, progressivement, ce tri, il va continuer à opérer dans la mémoire à long terme pour que notre mémoire soit toujours en phase avec l'environnement. Donc, avec ce que l'on veut faire aussi, nos aspirations, etc. Et là, c'est un mécanisme extrêmement subtil. On voit que l'oubli normal, en quelque sorte, qu'on appelle parfois l'oubli physiologique, c'est un processus extrêmement subtil parce que il nous permet d'être toujours, à faire en sorte que nous soyons toujours en phase avec les interactions que l'on a
avec l'environnement. Mhm. Il permet cela. Hein. Donc c'est facile à dire, mais en fait, C'est difficile à c'est expliquer. extrêmement subtil. Oui, et c'est difficile à comprendre. Valentina Lacorte, on a souvent une association d'images entre cerveau et disque dur. Est-ce que de la même façon sur un disque dur, toutes les informations sont stockées mais pas forcément accessibles, c'est la même chose dans le cerveau. On a tous nos souvenirs d'une certaine façon stockés, mais pas forcément accessibles, et que l'oubli, finalement, c'est cette inaccessibilité aussi en partie à certains souvenirs. Oui, tout à fait. En fait, comme l'a dit Francis, l'oubli a une fonction qui est très importante pour le fonctionnement de la mémoire, pour le bon fonctionnement de la mémoire humaine. Et puis, c'est vrai que la mémoire humaine, de manière générale, est loin d'être un enregistrement fidèle des événements, puisque on peut parler aussi d'une certaine malléabilité de la mémoire. Donc cette malléabilité peut être aussi vue un peu comme un processus adaptatif, hein, et donc qui permet à l'individu de s'ajuster en fonction des nouvelles informations, mais qui peut rendre justement aussi les souvenirs vulnérables à des distorsions parfois, à ce que l'on peut appeler des faux souvenirs. Il y a quelque chose aussi, Valentina Lacorte, de fréquent, c'est que plus on vieillit, plus on entend. Moi, par exemple, mon père, que je salue, me dit toujours, mais j'ai oublié son nom. Ou, voilà, comment on explique que plus ce vieillissement s'opère, plus on est sujet à l'oubli, d'une certaine façon? Oui, alors tout à fait. Effectivement, avec les vieillissements que l'on appelle vieillissement physiologique, donc bien sûr, il y a une perte neuronale qui se fait au niveau du cerveau. Mais cette perte neuronale, dans le vieillissement qui est dit physiologique ou normal, se fait dans des régions différentes, par exemple par rapport à la perte neuronale que l'on peut avoir dans le cadre des maladies neurodégénératives, comme par exemple l'Alzheimer, qui est la maladie neurodégénérative la plus connue. Et donc, dans le cadre du vieillissement cognitif ou normal, ces pertes de mémoire sont plutôt liées à d'autres facultés mentales qui peuvent être donc de l'ordre de ce que l'on appelle les capacités attentionnelles ou encore les fonctions exécutives. Donc, il s'agit de fonctions qui sont plutôt liées aux régions intérieures du cerveau, ce qu'on appelle le lobe frontal, puisque donc la perte neuronale se fait plutôt à ces niveaux-là dans le cadre du vieillissement cognitif normal, alors que dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, cette perte neuronale, ces lésions finalement qui vont naître dans le cerveau se font dans une autre région et tout particulièrement dans les formes typiques de la maladie, puisqu'il y a aussi des formes non typiques, mais dans les formes typiques, cette perte neuronale se fait au niveau de ce que l'on appelle le lobe temporal interne et ce qu'on appelle l'hippocampe. Là, on est déjà un petit peu dans l'autre forme d'oubli. On parlait d'oubli physiologique, Tout et à puis fait. là, on est déjà dans l'oubli pathologique. J'aimerais qu'on continue, Francis, ce stage dans cet oubli physiologique, dans cet oubli du quotidien, et que voilà, mais il y a plusieurs cas de figure en fait finalement où on a affaire à un type d'oubli plutôt qu'un autre. Par exemple, quand on oublie un rendez-vous, à quel type d'oubli ça correspond et à quel type de configuration neuronale, cérébrale ça correspond? Alors, bon, c'est difficile de répondre précisément, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans beaucoup de situations, ce n'est pas un oubli. C'est un trouble de l'attention. Alors, c'est vrai pour un oubli entre guillemets de rendez-vous ou dire j'ai oublié mes clés. En fait, j'ai oublié mes clés. Pour qu'il y ait oubli, il faut qu'il y ait mémorisation en amont. C'est-à-dire que la mémoire fonctionne et puis ensuite il y a l'oubli qui survient. Dans beaucoup de situations en fait de la vie quotidienne où on incrimine l'oubli, il ne s'agit pas d'oubli et il ne s'agit pas de trouble de mémoire. Il s'agit simplement d'une relation avec l'environnement qui n'est pas bonne à un moment donné. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous êtes préoccupé, vous avez beaucoup de choses à faire, la journée a été assez harassante, vous posez vos clés à un endroit inhabituel, pour une raison ou pour une autre, ces clés elles se trouvent cachées sous un document. Ben, c'est pas la mémoire qui est en jeu, ce n'est pas un processus d'oubli, c'est simplement que vous n'avez pas
encoder l'information parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et en fait, dans beaucoup de situations, hein, si on réfléchit, si on fait un tout petit peu d'introspection, comment se passent nos journées, on s'aperçoit que c'est pas vraiment la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire, on lui demande en fait trop de choses. Et alors que la mémoire, pour fonctionner correctement, il faut qu'il y ait des conditions tout de même qui soient réunies, que l'on puisse porter attention sur les informations que l'on doit mémoriser. Donc si je dis j'ai oublié un rendez-vous, j'ai oublié mes clés, c'est plutôt un abus de langage qu'un réel oubli, mais Parfois, il y a des parfois. oublis, d'autres types d'oublis physiologiques. Valentina Lacorte, il y a un type d'amnésie, moi, que je trouve assez fascinant parce que difficile à expliquer, c'est l'amnésie infantile. Comment expliquer que jusqu'à nos 2 ans, par exemple, on n'ait pas de souvenir de ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là, alors qu'à partir de ce moment de l'enfance, pour certaines personnes chanceuses, il y a des souvenirs très précis. Oui. Bon, alors l'amnésie infantile ou amnésie de l'enfance, je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus, je travaille plutôt chez les adultes, mais effectivement, désigne le phénomène selon lequel les adultes conservent très peu, voire aucun souvenir autobiographique des premières années de vie. Généralement avant l'âge de 3 à 4 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas due, dans ce cas-là, elle n'est pas due à un oubli progressif, justement, mais plutôt à une incapacité initiale à encoder ou conserver des souvenirs accessibles sur le long terme. Et cela est dû, en fait, tout simplement, au développement du Neuronal. cerveau. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une neurogénèse qui est telle et on fabrique tellement de neurones que ça s'empile et que finalement, ces tout premiers souvenirs-là disparaissent un peu noyés dans la masse de ce cerveau qui est en train de se constituer. Ça nous permet, cette amnésie infantile, Francis Eustache, de glisser vers ces notions d'oubli pathologique avec, voilà, quand on pense oubli, on pense oubli pathologique, on pense évidemment d'abord à l'amnésie. Là aussi, qu'est-ce qu'on sait de ce qui fait que quand on subit un choc, ou même parfois pas besoin d'un choc, on peut devenir amnésique et oublier et perdre une partie de notre mémoire? Oui, parce que l'amnésie infantile, c'est un processus normal. Mmh. Nous avons tous une amnésie de notre enfance, hein, même si pendant l'enfance, c'est un peu un paradoxe, hein, on acquiert beaucoup de connaissances, mais par contre, les vrais souvenirs, on n'en a pas. Les premiers souvenirs, généralement, c'est vers l'âge de 5-6 ans. Donc le terme d'amnésie, il est un peu trompeur, il est polysémique. Et alors, quand il s'agit de pathologies, ça peut être des pathologies extrêmement diverses, hein. Ça peut être un traumatisme crânio-cérébral, ça peut être un traumatisme psychique, je pense qu'on y reviendra. Bien sûr. Et puis, il y a les maladies qui ont déjà été évoquées, comme certaines maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer étant la plus fréquente. Alors, évidemment, la question qui va se poser, et c'est le travail qui se fait dans les consultations mémoire, enfin, dans notre pays, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et c'est très important qu'il y ait ce dispositif de soins qui permettent de faire un diagnostic, puis ensuite de prendre la personne en soins. Donc, le rôle notamment des neuropsychologues, ça va être d'essayer de différencier un oubli physiologique, un peu comme on l'a décrit jusqu'à présent, puis d'un oubli pathologique. Alors, ça demande des outils, hein, des tests neuropsychologiques, et puis d'autres explorations, qui sont des explorations notamment en neuroimagerie. Et ce sont toutes ces informations-là qui vont potentiellement conduire à un diagnostic qui est fait de façon pluridisciplinaire. Alors, sur le plan psychologique, ce qui est important, c'est de comprendre le type d'oubli qui opère. Et donc, ce que l'on va faire dans ce cas-là, et les termes que l'on a définis au début de l'émission sont très importants, c'est de vérifier d'abord qu'on est dans une situation où la personne peut encoder les informations. Disons on va tout faire pour que son attention soit forcée en quelque sorte sur des informations que l'on lui demande d'encoder. Et dans ce genre de test, on va voir ensuite, malgré cet encodage forcé en quelque sorte, si les informations subsistent ou si elles sont oubliées très vite.
Alors ça, c'est dans le cadre de la consultation neuropsychologique que les neuropsychologues peuvent vérifier ça. Et c'est très important de le faire comme cela. Alors, la vie de tous les jours, c'est évidemment pas comme ça. Mhm. Donc, qu'est-ce qui peut mettre sur la voie d'un oubli pathologique? Eh bien, c'est une situation comme ça relativement importante, par exemple un coup de fil important qui a été transmis, et puis la personne qui a reçu le coup de fil, ben, malgré l'importance du coup de fil, n'est pas capable d'en parler quelques heures après. Alors, ça peut se passer une fois parce que la personne était distraite, et elle avait une préoccupation, ou elle entendait pas bien, etc. Vous voyez, il faut évidemment pas faire tirer les conséquences d'une situation comme ça. Il faut qu'il y en ait plusieurs, il faut que ça se répète. Et si ça se répète, il faut là, à ce moment-là, faire en sorte d'en parler d'abord au médecin traitant, peut-être dans un premier temps, et puis voir consulter si on voit que ce type de manifestation se reproduit à nouveau. C'est vrai que la maladie d'Alzheimer, c'est le cas typique d'une maladie de l'oubli, mais il y a d'autres types de troubles qui sont associés à l'oubli. Les troubles attentionnels, on en parlait tout à l'heure, la dépression, les troubles du sommeil et le trouble du stress post-traumatique. On va y venir dans quelques instants et on va parler bien sûr des fonctions de l'oubli. France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp. On poursuit avec vous, Valentina Lacorté et Francis Eustache, notre plongée dans les méandres de l'oubli, de ses mécanismes et de ses fonctions. Puisque j'évoque cette notion de fonction de l'oubli, je vous propose d'écouter cette archive datant du 26 mars 1958, extraite de l'émission de la RTF L'heure de culture française, qui était intitulée Psychologie de la mémoire, l'oubli. On entend la voix du philosophe Jean-Claude Filloux qui s'interrogeait sur les fonctions de l'oubli. En général, l'expérience de l'oubli s'accompagne d'un sentiment de dépit, de malaise intellectuel. Nous accusons la mémoire de trahison. Pourtant, tous les psychologues ont noté que si la perte du souvenir est souvent un mal, il est non moins souvent un bien. Si tous nos états de conscience du passé avaient laissé une trace indélébile, comme le prétend d'ailleurs Bergson dans son livre sur matière et mémoire, nous risquerions d'être submergés par nos souvenirs, et nous vivrions plus dans le passé que dans le présent. Que deviendrions-nous si le souvenir d'amour malheureuse s'imposait sans cesse à notre pensée, sans que l'oubli soit là pour verser un baume protecteur? Voilà, dans cette archive, au-delà de cet exemple un peu lyrique de cet amour blessé qu'on souhaite oublier, émerge quand même, Valentina Lacorté, l'image d'un équilibre mental qui est garanti, préservé par l'oubli. Est-ce que c'est l'une des nombreuses fonctions de l'oubli ? Oui, puisque justement, comme on l'a dit au début, l'oubli, effectivement, on peut le considérer plutôt de mécanisme plutôt passif d'erreur à un mécanisme actif sans lequel la mémoire ne pourrait pas fonctionner correctement. Et puisque l'oubli permet d'éviter un peu l'engombrement de la mémoire par des informations qui ne seraient pas assez pertinentes, par exemple. Mhm. Et donc, il a une fonction qui est cruciale pour le bon fonctionnement de la mémoire. Et comme le disait Jean-Claude Filloux dans cette archive, l'oubli, ça évite tout simplement la surcharge et de ne pas être noyé dans les souvenirs, parce que ce serait horrible aussi de se souvenir de tout et d'être tout le temps, en permanence, en train de faire le tri dans ses souvenirs. Et d'ailleurs, on n'y arriverait peut-être pas. Francis Eustache, il y a une dimension aussi qui est importante à souligner, c'est que l'oubli, au même titre que la mémoire, est constitutif d'une certaine façon de la personnalité des individus. Ah oui, ça c'est une dimension qui est très importante. C'est peut-être la dimension la plus complexe, hein. C'est que la mémoire et l'oubli constituent en fait notre personnalité. C'est sur ce jeu subtil, cette relation subtile mémoire-oubli que l'on construit notre personnalité. Et à contrario, cette personnalité qui évolue au fil du temps va jouer sur ces mécanismes de mémoire et d'oubli, sur cet équilibre qui est bien résumé d'ailleurs dans l'archive entre d'une part la trahison, j'aime bien ce terme, l'oubli c'est la trahison parce qu'en fait on est très exigeant vis-à-vis de la mémoire, on voudrait que ça fonctionne toujours parfaitement et heureusement ça fonctionne pas toujours parfaitement. Donc il y a le côté trahison d'un côté, puis le côté vertueux, puisque ça nous permet sinon d'oublier totalement,
de mettre à l'arrière-plan des informations qu'on n'a pas envie d'avoir à la conscience en permanence. Valentina Lacorté l'oublie aussi d'une certaine façon. Donc on parlait de son rôle constitutif pour la personnalité des individus. Dans le cas d'oubli pathologique, il est problématique parce qu'il empêche de se projeter dans l'avenir. Oublier, ça empêche de se projeter dans l'avenir. Je trouve ça assez paradoxal et en même temps assez beau. Expliquez-nous ça. Oui, alors effectivement, c'est un des domaines de recherche dans le cadre de la mémoire humaine des 2 dernières décennies, je dirais. Effectivement, des recherches ont notamment montré que, eh bien, la capacité que nous avons à rappeler des événements du passé serait liée à notre capacité à pouvoir nous projeter dans notre futur personnel, c'est-à-dire imaginer des événements personnels dans le futur. Donc, bien sûr que cette capacité est très liée aussi au sentiment d'identité, et c'est-à-dire ce sentiment d'être une personne unique à travers le temps, donc qui je suis maintenant, qui j'étais et qui je serai. Et c'est vrai que les études dans la pathologie, par exemple, même dans la maladie d'Alzheimer ou dans d'autres formes d'amnésie, eh bien, ont montré que les déficits donc, de mémoire s'accompagnent aussi à une perturbation, donc à se projeter dans une dimension personnelle future. C'est finalement pas si paradoxal que ça. Et si on fait un pont avec l'histoire, quand on oublie ce qui s'est passé dans le passé, souvent on réitère les mêmes erreurs, voire on a du mal à se projeter, comme c'est le cas par exemple dans le cas de la crise climatique. Mais ça, c'est un tout autre sujet et je digresse complètement. Francis Eustache, recentrons-nous sur l'oubli et sur cette capacité-là. Tout à l'heure, Valentina Lacorté disait que c'est un processus actif. Est-ce qu'on peut soi-même motiver son oubli? Est-ce qu'on peut oublier sur commande d'une certaine façon? Alors, oublier complètement sur commande dans des situations expérimentales, peut-être, mais on peut moduler, disons. Mais la mémoire, elle est très forte, elle nous pousse en avant, elle nous pousse plutôt à mémoriser des informations plutôt que de les oublier. Par contre, ce qui va jouer, c'est plutôt mettre à l'arrière-plan certaines informations et au contraire en mettre d'autres en avant, c'est-à-dire ce qui va nous préoccuper, ce sur quoi on va vouloir travailler. Et puis il y a des informations, si elles sont douloureuses, on va essayer, en tout cas, de les mettre à l'arrière-plan. Alors, dans certaines situations expérimentales, on peut modéliser ce type de phénomène en forçant la personne à encoder des informations, en forçant la personne, au contraire, à mettre à l'arrière-plan des informations. Par contre, ça ne va pas fonctionner en tout ou rien. Le cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Et donc, par contre, c'est une question de gradient entre ce qui va être mis en avant et ce qui va être mis à l'arrière-plan. Francis Eustache, vous travaillez beaucoup sur la notion et les traumatismes. Comment expliquer que des souvenirs puissent être réprimés d'une certaine façon, placés dans une case de notre cerveau où on n'aura pas trop à s'y confronter? Et comment expliquer justement que des années après un traumatisme, finalement, l'oubli cesse et que le souvenir remonte? Alors, là, c'est une situation assez complexe. Dans un traumatisme, il y a schématiquement 2 grands phénomènes. Il y a premièrement une forme d'amnésie contextuelle. Alors, amnésie contextuelle, je m'explique, c'est-à-dire que quand on vit un traumatisme intense, quand on est directement confronté au traumatisme, c'est pas voir quelque chose à la télévision, c'est vraiment être confronté à une situation traumatique. L'enregistrement va se faire d'une façon inhabituelle et on va mal encoder le contexte de ce qui s'est passé. Par contre, on va avoir un surapprentissage, en fait une sorte d'hypermnésie de certains éléments très sensoriels, très émotionnels. Vous voyez, il y a un déséquilibre qui se fait entre ces 2 formes de mémoire. Cette mémoire contextuelle d'un côté qui est dégradée, et puis cette mémoire très émotionnelle, très sensorielle, qui est au contraire rehaussée. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite chez ces personnes qui ont vécu un trauma? Les choses vont évoluer.
au fil du temps. Il faut parfois d'ailleurs beaucoup de temps, hein, cette dimension du temps, et c'est important de mettre l'accent dessus. Et puis progressivement, certains aspects qui avaient été oubliés avec plein de guillemets vont dans certains cas, dans certaines situations, en fonction de certains indices, vont pouvoir réémerger à la conscience. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le souvenir dans son ensemble qui revient à la conscience? Alors là, ça dépend beaucoup des situations qui ont été vécues. Si c'est une situation unique, dans certains cas, ce ne sera pas possible parce que l'encodage ne s'est pas fait comme pour un autre souvenir. Par contre, quand ce sont des situations qui sont répétées, vous voyez, qui sont répétées, alors on pense bien sûr aux abus chez les enfants, par exemple, où là, c'est une situation qui s'est répétée et donc qui a été véritablement encodée. Et quand elle n'est pas exprimée, c'est pas forcément une amnésie au sens strict. C'est simplement qu'il n'était pas possible pour l'enfant ou pour la personne qui grandit, qui devient adulte, d'évoquer cette représentation parce que c'était quelque chose de trop difficile ou encore parce que l'environnement ne permettait pas à cette parole de s'exprimer. Mécanisme Donc, de protection. Là, vous voyez, on est dans des situations qui sont très différentes les unes des autres. Je pense qu'il faut vraiment pas incriminer un mécanisme unique, mais on peut être en présence de mécanismes qui sont très différents et qui interagissent les uns avec les autres. Et donc là, c'est vraiment en fait du cas par cas. Oui. Valentina Lacorte, un autre phénomène aussi qui est intéressant, à la frontière entre la mémoire et l'oubli, c'est la notion de faux souvenirs. On passe tous notre temps à se créer des faux souvenirs et on est pourtant très honnête en se créant ces faux souvenirs. Comment expliquer ça? Et puis quel rôle vont jouer ces faux souvenirs dans le cas d'oubli, de maladies liées à des oublis pathologiques? Oui, alors tout à fait. En effet, la notion de faux souvenirs ou distorsion de la mémoire est liée à la notion de mémoire un peu constructive, on pourrait dire. Puisque nos souvenirs, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas des enregistrements exacts ou des copies complètement conformes aux événements vécus, mais des reconstructions. Et ces reconstructions sont réalisées sous l'influence de différents facteurs, comme par exemple nos connaissances, nos attentes, nos croyances et nos buts, par exemple. Donc, c'est important donc, de souligner le fait que le fait de produire des faux souvenirs est une caractéristique donc, de la mémoire humaine, et donc c'est pour cela que l'on peut retrouver des faux souvenirs ou des déformations de la mémoire chez les sujets sains, c'est-à-dire sans pathologie. Mais c'est vrai que ces phénomènes, il peut être caractéristique aussi de certaines pathologies, et tout particulièrement dans certaines formes d'amnésie, dans lesquelles les patients, donc bien sûr, suite à des lésions cérébrales, sont incapables de rappeler donc, des souvenirs personnels. Donc, ils sont justement caractérisés par une amnésie, mais ils produisent aussi des souvenirs, donc des récits narratifs qui ne correspondent pas à la réalité vécue. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est ce qu'on appelle la confabulation. C'est des patients qui sont caractérisés, on dit, par une amnésie accompagnée de confabulation. Un patient, par exemple, hospitalisé, depuis plusieurs mois, il peut vous dire que la veille, il est allé travailler, par exemple, alors qu'il est totalement honnête en disant ça. Donc, c'est pour ça que certains auteurs appellent ce type de faux souvenirs comme des mensonges honnêtes. Voilà, là on a donc, avec ce premier temps de l'émission, une arborescence large de ce que la science nous apprend sur l'oubli. Restez avec nous, parce que dans un instant, on va voir ce que la science continue de nous apprendre sur l'oubli et de chercher autour de l'oubli. Remember
Remember par R dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'oubli du point de vue des neurosciences et nous détaillons les mécanismes de cet oubli. Nous sommes en compagnie pour en parler de Valentina Lacorte, neuropsychologue, maîtresse de conférences en psychologie cognitive et membre du laboratoire Mémoire, Cerveau et Cognition à l'Université Paris-Cité. Et en compagnie également de Francis Eustache, neuropsychologue, membre du laboratoire INSERM Neuropsychologie et Imagerie de la mémoire humaine, professeur à l'école pratique des hautes études et président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires. Alors après avoir présenté les différentes formes d'oubli, voyons désormais les différentes façons d'étudier actuellement l'oubli en clinique ou au laboratoire. Il est l'heure du reportage du jour. La mémoire épisodique est souvent affectée après un traumatisme crânien ou bien un AVC, mais il est possible de recouvrer les souvenirs par des approches innovantes testées en laboratoire. Bonjour Céline Lausanne. Bonjour Antoine. Vous êtes allée au laboratoire Mémoire, Cerveau et Cognition de l'Institut de psychologie de Paris-Cité pour découvrir une technologie déjà éprouvée. Oui, grâce aux travaux de Sophie Blanchet, neuropsychologue, et du professeur Pascal Piolino, la directrice du laboratoire, qui examine la mémoire épisodique et ses altérations au niveau anatomique et fonctionnel. Elle mène des expériences sur des sujets sains par des tests notamment en réalité virtuelle. Cette méthode qui immerge en situation écologique et incarnée favorise en fait la capacité à recouvrer sensoriellement des souvenirs évanouis. Alors si l'approche est actuellement à l'essai, elle sera ensuite éprouvée en clinique sur des patients cérébraux lésés. Ok. Ça, c'est Ah ouais, on se retrouve dans un studio. Voilà, c'est notre plus grande salle de réalité virtuelle. Et vous êtes dans une grande salle qui fait à peu près 70 mètres carrés, qui est dédiée à la réalité virtuelle. Et donc vous avez un écran semi-sphérique de 5 mètres de diamètre qui donc permet de présenter un environnement sans casque, parce que nous avons des participants qui ont des cybermalaises, donc ils sont un peu incompétents pour pouvoir utiliser des casques. Ça peut les rendre malades, et donc on utilisera plutôt ce genre d'écran curviligne pour pouvoir les mettre au milieu, et donc ça leur donne vraiment l'impression d'être au milieu de l'environnement. Mais sinon, de plus en plus, maintenant, on utilise vraiment les casques de réalité virtuelle. On a à peu près toutes les marques, toutes les sortes. Nos casques sont aussi équipés d'eye tracker, donc nous savons exactement où le sujet regarde dans l'environnement. Et puis, ça peut être aussi des indicateurs cognitifs, puisque en fonction du clignement des yeux, en fonction de degré de fixation, ça vous donne aussi des mesures sur l'attention portée à l'événement ou à l'item que l'on veut étudier, et puis aussi les fluctuations attentionnelles lorsque le sujet navigue dans les environnements. Donc les gens sont immergés avec des casques dans des environnements virtuels, puis nous enregistrons pendant qu'ils sont immergés des mesures physiologiques, donc respiratoires, cardiaques, électrodermales, et plus récemment on enregistre aussi les ondes cérébrales, donc pour avoir vraiment des mesures à la fois implicite, on va dire, vraiment physiologique et puis comportementale. Et en donc, EEG, vous voulez dire qu'on voilà, a des exactement. capteurs Voilà. Vous par les voyez, électrodes. l'image que vous voyez là, c'est un casque. Et récemment, on a aussi acquis une autre méthode, mais qui ressemble plus à l'IRM fonctionnel comme façon de fonctionner, qui s'appelle la NIRS. Et donc, on vient d'acquérir ce système. Donc, on pourra avoir plutôt des enregistrements d'oscillation et des enregistrements qui permettent aussi d'avoir des mesures d'oxygénation du cerveau, voilà, qui permettront de comparer les deux. Donc, tout cela dans des environnements virtuels qui symbolisent nos activités de la vie quotidienne. Et ça, c'est des environnements familiers. Voilà, tout à fait. Et donc, bien sûr, ça nous permet vraiment d'améliorer nos mesures et d'aller vers un meilleur degré de prédiction des difficultés dans la vraie vie. Donc, si vous voulez, on a cet aspect-là très écologique qui est vraiment le maître mot du laboratoire. Alors ça, c'est un bloc expérimental. C'est assez simple, mais c'est dans ce bloc expérimental qu'on mène certains entraînements en neurofeedback. En fait, dans mes recherches, je me suis intéressée donc aux troubles de la mémoire chez des patients qui avaient subi un traumatisme crânien de différentes sévérités, chez des patients aussi qui ont subi un accident vasculaire cérébral. Plus récemment, je m'intéresse également aux dysfonctionnements mnésiques chez des enfants qui ont eu des épilepsies au niveau des régions temporales. Donc
les différentes mémoires impliquent différentes régions cérébrales. La mémoire de travail, notamment, va plutôt dépendre des régions préfrontales. Il va être interconnecté aussi avec d'autres fonctions qu'on appelle les fonctions exécutives, comme le contrôle inhibiteur, la flexibilité cognitive. Et donc, suite à un traumatisme crânien, mais également après un accident vasculaire cérébral, cette mémoire de travail est particulièrement sensible à ces atteintes cérébrales. Mais la mémoire épisodique est aussi très sensible à ces atteintes cérébrales. Donc, pas la mémoire sémantique Moins, beaucoup moins. Ça va dépendre de la localisation des atteintes, en fait. Mais c'est essentiellement la mémoire de travail et la mémoire épisodique qui sont parmi les fonctions cognitives les plus sensibles à ces atteintes cérébrales et aussi l'attention. Mais évidemment, par exemple, suite à un AVC ou un traumatisme crânien, dépendamment de la sévérité de l'atteinte, la localisation de l'altération cérébrale, eh bien, la nature des déficits cognitifs peut varier, puisque chaque région cérébrale va avoir des rôles différents dans les différentes fonctions cognitives, sachant que les régions cérébrales sont interconnectées et que finalement, quand dans une tâche cognitive, on va solliciter également tout un ensemble de fonctions cognitives dépendant de plusieurs régions cérébrales. Je peux rentrer 2 secondes ? Donc là, on est dans un box expérimental. Voilà, là c'est pour faire justement voir l'incarnation. Donc on incarne les sujets dans leur avatar. Donc à partir d'une photo, on crée l'avatar du participant. Et donc ça nous permet de voir comment la conscience de soi corporelle participe à la cognition. Et donc de montrer que, bien sûr, lorsqu'on encode de nouvelles informations, eh bien, comment les encoder avec son corps, la conscience de soi corporelle participe au mécanisme aussi. Et donc là aussi, chez des participants des patients qui peuvent avoir un degré de dégradation assez important, eh bien je peux utiliser l'incarnation comme une stimulation implicite du cerveau et de la plasticité cognitive. Donc c'est un petit peu l'objectif à long terme que l'on a d'utiliser l'incarnation comme une méthode détournée de remédiation cognitive. Sans parler des troubles amnésiques et du côté pathologie, l'oubli et les troubles amnésiques affectent tout le monde avec le vieillissement ou en vertu de la plasticité cérébrale, notamment chez les très jeunes enfants. Est-ce que justement l'incarnation permettrait de faire une réminiscence de ce qui est en nous mais qui n'est pas accessible? Alors oui, justement, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle la conscience de soi corporelle, ça passe par ce qu'on appelle l'agentivité, donc l'action que l'on peut contrôler, le sentiment d'avoir un corps et le sentiment de regarder l'environnement, le fait d'utiliser l'agentivité quand on veut encoder une nouvelle information et aussi un facteur d'optimisation. Voilà, on utilise tout ça chez les sujets sains pour développer des méthodes. Merci beaucoup Céline Lausanne pour ce reportage. Ce reportage ainsi que les précédents est bien sûr à retrouver dans le podcast La Science au Labo sur l'appli Radio France et sur la page de La Science au Labo sur le site de France Culture, franceculture.fr. Valentina Lacorté, on était un peu à la maison. Vous connaissez très bien ses collègues. Voilà, on entendait parler de réalité virtuelle. C'est un domaine dans lequel vous travaillez également pour comprendre ces oublis pathologiques. Quel type de questions vous posez de votre côté? Comment vous menez aussi vos recherches sur l'oubli? Oui, alors tout à fait. Donc, je travaille aussi dans le laboratoire de Pascal Piolino à l'université Paris-Cité, et c'est vrai qu'on utilise de plus en plus la réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, pour ce qui me concerne, je l'utilise sur 2 versants. Donc le versant de l'évaluation, donc c'est-à-dire pour concevoir des tests pour évaluer la mémoire épisodique de manière un peu plus écologique. C'est-à-dire qu'en pratique clinique courante, souvent, cette mémoire, elle est évaluée sur la base d'apprentissage de listes de mots. Donc, par exemple, on demande aux patients d'apprendre une liste de mots et ensuite d'encoder cette liste de mots, et ensuite on peut demander à plusieurs reprises de nous la rappeler. Alors, c'est vrai qu'on évalue la capacité d'apprentissage, ou ce qu'on appelle la mémoire antérograde, c'est-à-dire la capacité d'apprendre des nouvelles informations. Donc, ces tests sont très sensibles et spécifiques à l'évaluation de ce type de mémoire, mais on peut se demander s'ils sont vraiment proches des situations de la vie quotidienne.
Donc la réponse est non. On est quand même assez loin du fonctionnement de la mémoire dans la vie de tous les jours, puisque quand on encode des informations, eh bien, cet encodage se fait dans des situations qui sont très riches d'un point de vue contextuel, en détail, d'ordre spatial, temporel, émotionnel, etc. Et donc, en fait, ce qui nous permet de faire la réalité virtuelle, c'est finalement d'aller évaluer, d'une part, donc, ce type de mémoire dans des conditions qui sont plus proches de la vie réelle. Et comme le disait aussi Pascal Piolino, ça nous permet aussi de mettre en place des programmes on appelle ça de rémédiation cognitive, c'est-à-dire des exercices qui ont pour objectif de améliorer le fonctionnement donc, de certaines fonctions cognitives dans la mémoire. Donc là, on parle du laboratoire, de la clinique. Francis Eustache, vous vous intéressez aussi beaucoup à quelque chose qu'on n'a pas encore trop abordé, puisqu'on parle souvent de mémoire collective. Est-ce que de la même façon qu'on parle de mémoire collective, il peut exister un oubli collectif ? Alors, je pense que c'est effectivement très important de considérer l'oubli individuel, comme on l'a fait depuis le début de l'émission, mais il faut aussi voir l'environnement autour de la personne, c'est-à-dire ses proches, ses amis, les collègues de travail, et puis au-delà, la société tout entière, qui a aussi un rapport avec la mémoire, avec des informations qui vont être très présentes. Donc là, les médias, évidemment, jouent un rôle très important, mais pas que. Les commémorations, toutes les grandes actions sociales et sociétales qui vont rehausser certains événements, puis au contraire qui vont en mettre d'autres à l'arrière-plan. Et tout ça va évoluer au fil du temps. C'est ce qu'on appelle les grands régimes de mémorialité. Si on prend des événements majeurs comme la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, à certains moments, on a beaucoup parlé des résistants. Après, on a parlé de la Shoah. Et ces différents régimes ont modifié les relations avec les mémoires individuelles. Donc, c'est cette relation qui est extrêmement importante à étudier et à comprendre. Vous-même, vous travaillez en ce moment avec des témoins civils de la bataille de Normandie, qui est intervenue bien sûr à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment ces études nous renseignent-elles justement sur cette tension entre mémoire collective, mémoire individuelle, oubli collectif et oubli individuel ? Alors, il y a un an à peu près, c'était avant les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, nous avons pu voir avec certains de mes collègues, notamment Peggy Kinette, qui est maître de conférence, et Lucie D'Acosta Silva, qui est doctorante, qui travaille sur ce sujet-là. Nous avons pu rencontrer 64 personnes, donc les derniers témoins civils de la bataille de Normandie, dans l'ensemble de la Normandie, en commençant par Caen, Saint-Lô, enfin, différentes villes de la Manche, des départements de l'Orne, de l'Eure et de la Seine-Maritime. On a terminé à la fin de la bataille de Normandie, en quelque sorte, au Havre et à Rouen. Et on a rencontré ces personnes, donc âgées, certaines même très âgées, puisque la plus âgée à Saint-Lô avait 104 ans. Donc c'était des personnes qui avaient 10, 15, qui étaient donc adolescentes ou jeunes adultes au moment de la libération. Et donc, nous leur avons proposé un protocole très simple, qui était un entretien semi-directif que nous avons pu enregistrer, donc à leur domicile. Et donc, on a pu percevoir là des caractéristiques extrêmement intéressantes de façon originale, parce que là, vous voyez que le délai de rétention est considérable, puisque c'est 80 ans après que l'on interroge ces personnes. Et on a été marqué par plusieurs choses. Premièrement, la précision de certains événements, du souvenir de certains événements, avec des impressions sensorielles extrêmement fortes, une description extrêmement précise de certains événements qui correspondent pourtant, alors pas à l'amnésie infantile qui était évoquée au début de l'émission, mais juste à une période qui suit, qui est habituellement une période où il y a relativement peu de souvenirs, mais ces personnes-là ont ce qu'on appelle un pic de réminiscence, c'est-à-dire une amplitude des souvenirs particulièrement précoce. C'est-à-dire que ce que l'on observe chez d'autres personnes vers l'âge de 20-25 ans, on l'observe chez elles vers l'âge de 10-15 ans.
Donc ça, c'est un phénomène qui est très intéressant. Et puis, autre point que peut-être je peux mettre en valeur rapidement, c'est le fait que ces personnes ont un rapport différent à la mémoire. Certaines ne vont pas parler pendant toute leur vie de ce qu'elles ont vécu. Alors là aussi, pour des raisons diverses, parce que c'était trop dur d'en parler, parce qu'il n'y avait pas d'oreille attentive, parce que pour évoquer des souvenirs, il faut que quelqu'un vous écoute, quelqu'un prenne attention à vous. Et en fait, la société dans son ensemble, après la guerre, avait plutôt le souhait de tourner la page, de se tourner vers la reconstruction, plutôt que d'écouter des souvenirs douloureux. Donc c'est une des raisons également. Et ces personnes, elles ont vécu toute leur vie parfois sans jamais parler de ce qu'elles avaient vécu, mais pourtant, arrivées à ce grand âge, en quelque sorte, et en approchant de la fin de leur vie, eh bien, l'expression de ce souvenir devient quasiment irrépressible. Et c'est ce que nous avons récolté comme souvenir chez ces personnes, ce qui est évidemment extrêmement précieux, des personnes qui veulent absolument témoigner à ce moment de leur vie. Et elles veulent témoigner d'un souvenir qui est difficile parce que justement, c'est un souvenir qui souvent entre en contradiction avec le grand récit dominant, qui est l'hommage au héros, au libérateur, alors que là, les souvenirs sont des souvenirs souvent de personnes de leur famille qui ont été tuées sous les bombardements alliés. Donc en fait, c'était des souvenirs qui étaient difficiles à exprimer collectivement parce que ce sont des souvenirs non pas qui sont vraiment en contradiction, mais qui sont à l'arrière-plan par rapport au souvenir collectif qui est celui de la bataille de Normandie et des soldats alliés qui viennent ici sur les plages, dont beaucoup meurent sur les plages ou dans la campagne normande. Et c'est ce souvenir qui doit passer au premier plan, en fait, de la mémoire collective. Mmh. Donc c'est tout ça que nous avons récolté et que nous sommes en train d'analyser actuellement. Merci beaucoup. On a hâte de vous lire plus en détail sur cette question. On approche malheureusement déjà de la fin de cette discussion. Je ne pourrais pas vous poser des questions sur ce monde où notre attention est sans cesse sollicitée, sur les effets que cette sursollicitation a sur la mémoire et sur l'oubli. Je ne pourrais pas non plus vous poser des questions sur l'intelligence artificielle et sur l'oubli, mais ça, bon, on vous recevra à nouveau pour en parler. Merci infiniment à tous les deux, Valentina Lacorte et Francis Eustache, de nous avoir aidés à mieux comprendre ce qu'elle oublie. Je rappelle, Francis Eustache, le titre de votre livre coécrit avec Béatrice Desgranges, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions Alpha, Les nouveaux chemins de la mémoire. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo, qui s'en vient avec sa chronique Avec Science. Aujourd'hui, on part sur une lune de Saturne, Titan.